Bonjour tout le monde. Nous avons aujourd'hui un sujet théorique à propos de l'inflammation chronique et ce que peut nous apporter à ce sujet le profil Proteomics. Alors, quelques rappels historiques, ouvrir une porte ouverte pour toutes celles et ceux qui nous écoutent depuis longtemps. Le profil Proteomics, mot-clé, c'est un diagnostic de portail. C'est vraiment ce terme qu'il faut bien retenir, qui oriente aussi bien le diagnostic vers éventuellement des éléments techniques de diagnostic technique complémentaires et surtout aussi qui oriente la stratégie thérapeutique. C'est un diagnostic de protéomique fonctionnel qui montre surtout une image biologique objectivable et quantifiable dans les tableaux cliniques complexes. C'est les cas au cabinet du quotidien où nous mettons en œuvre ce profil le plus fréquemment. Les cas cliniques complexes et multifonctionnels pour lesquels souvent le diagnostic structurel classique échoue. Diagnostic type de ce genre, le syndrome de la fatigue chronique, la fibromyalgie, le burn-out, etc., etc. Alors voici une ancienne diapo, quand vous voyez en dessous, la date 2002, elle remonte à plus de 20 ans, mais quand même, elle était prédictrice. Clinical Proteomics, donc protéomique clinique, Translating Benchside Promise into Bedside Reality. Donc, traduire la promesse à côté du chevet du patient en une réalité thérapeutique. Clinical proteomics is an exciting new subdiscipline of proteomics that involves the application of proteomic technologies at the bedside and cancer as a model disease for studying such applications. C'est pas le sujet de ce soir, mais en effet, c'est un sujet auquel la protéomique fonctionnelle du profil protéomiste peut très bien s'appliquer. Donc, appliquer proteomic technologies at the bedside, appliquer les techniques protéomiques au chevet du malade et non pas au laboratoire seulement. Alors voici ce qui est encore plus important, combinatorial therapy, donc une thérapie en combinant plusieurs attaques dans la stratégie thérapeutique in which the signaling pathway itself is viewed as a target rather than any single node in the pathway, où on va cibler le signaling pathway, donc l'expression biologique de cette pathogénésie, might offer new opportunities at increasing efficacy while decreasing toxicity. C'est bien notre but essentiel depuis des décades d'offrir de nouvelles opportunités en augmentant l'efficacité et surtout en diminuant la toxicité. Donc, si vous avez vu la date, c'est assez prédicteur. Alors bon, là encore, grande porte ouverte pour les nouveaux d'entre nous qui nous écoutent, c'est quand même un rappel essentiel. Le profil protéomique est composé de grandes familles paramétriques, de 4 grandes familles paramétriques qui sont reconnues par leur qualité de laboratoire, c'est-à-dire leur pH isoélectrique. Donc, ce sont des réactions avec lesquelles on fait réagir un nombre de protéines de notre protéome sérique, dont nous ne savons toujours pas la complexité. On l'estime actuellement à plus de 100 000 protéines. Donc, on est loin d'être au détail complet de toutes ces protéines. Mais avec les tests du profil protéomique, nous faisons réagir à chaque coup une autre partie de cet ensemble protéomique. Et nous avons divisé ces réactions en 4 grandes familles, je répète, reconnues par leur pH isoélectrique. Donc nous divisons nos paramètres et nos familles de protéines en glycoprotéines acides, lipoprotéines neutres, immunoglobulines basiques ou alcalines, et puis les tests larges. Les tests larges qui comblent les trous, pour ainsi dire, dans le spectre des 3 autres et qui peuvent adopter selon la pathologie, selon le moment d'évolution de la pathologie et surtout selon le patient aussi, qui peuvent adopter donc des caractéristiques appartenantes
aux 3 autres catégories. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, surtout, dans ce qui est inflammation, c'est bien sûr cette première catégorie, hein, parce que nous avons pu constater maintes fois, pour dire maintes fois, c'est un euphémisme et c'est beaucoup plus, hein, que, les glycoprotéines acides sont l'expression de la réactivité de l'immunité cellulaire. Immunité cellulaire non spécifique innée, hein, qui dépend de la ligne myéloïde. Attention à ne pas confondre avec l'immunité cellulaire tout court, où souvent nos confrères qui en discutent indiquent par là l'immunité cellulaire lymphoïde. C'est autre chose. Pour ça, il faut faire un typage lymphocytaire, hein. Donc ici, il s'agit bien de cette immunité cellulaire de la lignée myéloïde qui est inflammatoire, bien sûr, quand elle se met en augmentation, hein, qui est modulée par le métabolisme et qui est modulée également par la voie orthosympathique, donc qui est sous modulation adrénergique. Alors, ces glycoprotéines jouent un rôle très important en tant que et dans plusieurs aspects. Ce sont des protéines de structure, ce sont parfois des protéines de transport, ce sont des enzymes, hein, elles sont produites par nos muqueuses, mais surtout, et c'est là le plus important, hein, les glycoprotéines sont des protéines de régulation de l'interaction cellulaire. Alors, quand on dit interaction, on se trouve bien sûr dans ce fameux espace de Pischinger, hein, qui était autrichien, hein, et qui a décrit pour la première fois, si mes souvenirs sont bons, en 79, hein, son espace matriciel, matrix, hein, comme il l'appelait, et cela a été plus tard encore défini bien plus précisément par le professeur Heine, que nous avons bien connu aussi au sein du groupe CEIA Proteomus et qui malheureusement nous a quittés beaucoup trop tôt, hein. Alors donc, ces protéines de régulation de l'interaction cellulaire, c'est la fonction principale, hein, c'est le contrôle de la communication de tous les processus cellulaires intercellulaires qui se déroulent dans cet espace intercellulaire, dans la matrice intercellulaire, matrice extracellulaire, c'est l'espace de communication commune ou encore donc espace de Pischinger, à ne pas oublier que cet espace, c'est notre plus grand organe, hein. Si on parviendrait, conditionnel, à gratter cet espace intercellulaire et la mettre dans un petit récipient, vous n'aurez pas assez avec un petit récipient, hein. Ça fera environ 15 kilos, hein. C'est notre plus grand organe et malheureusement, par nos confrères classiques, souvent le plus méconnu. Alors, voici une vieille diapo. Vous voyez qu'elle est en allemand. Elle vient de notre très bon confrère Helmut Sauer, hein. C'est l'électrophorèse classique. Parce que quand le bilan a été construit, au fur et à mesure que les paramètres augmentaient en nombre, hein, il fallait bien leur trouver une répartition, un catalogue. Et au début, quand il n'y avait pas trop encore, hein, les deux que vous voyez là, le cétavlon et l'acétate de cuivre, Kupferacetat en allemand, c'est une image, je n'ai pas pu traduire sur l'image, hein, ce sont les deux grands paramètres de la famille verte des glycoprotéines. Signe donc l'inflammation, ils sont más o menos corrélés avec les globulines alpha, alpha 1 et alpha 2 de l'électrophorèse classique. Mais cette corrélation, elle est restée avec trop peu de possibilités une fois que le nombre de paramètres a accru. Alors, on verra ça plus tard. Quels sont dans la biologie classique les indicateurs de l'inflammation? Toujours utile que quand vous faites un bilan protéomice, de faire, moi je le fais systématiquement, de faire sur la même prise de sang, bien sûr, je suis le même patient ou la même patiente, en même temps un nombre de paramètres de biologie classique, hein, afin de voir les corrélations et de faire éventuellement un suivi plus rapproché
par quelques paramètres de la biologie classique. Alors là, c'est assez évident, des indicateurs d'inflammation, il y a la VS, il y a le CRP. Hein. Alors, chez nous en Belgique, momentanément, la prescription de la VS et du CRP simultanée n'est pas défendue, mais n'est plus remboursée, parce que apparemment l'un remplace l'autre, ce qui n'est pas vrai. Alors, je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a beaucoup de patients qui s'expriment ou qui expriment leur inflammation par une VS et non pas par un CRP, et l'inverse. La plupart, bien sûr, par les deux, mais beaucoup où on parle de silent inflammation, l'inflammation silencieuse, n'exprime même pas ni par l'un ni par l'autre, mais quand même, cette inflammation silencieuse, on la voit dans les paramètres glycoprotéiques, les paramètres verts du bilan, ce qui contribue à dire que le bilan est bien plus sensible que la biologie classique. Alors, deux, c'est la leucocytose, et dans les leucocytes, surtout donc les neutrophiles. Hein, la neutrophilie qui normalement fait 2/3 environ de l'ensemble des leucocytes. Hein, et donc, quand cette neutrophilie monte, bien sûr, c'est aussi un signe d'inflammation. Le fibrinogène, qui chez nous non plus n'est plus remboursé, hein, mais qui avant je l'ai fait souvent, on voit, dans l'électrophorèse ou chez nous le protidogramme, bien sûr, à les globulines alpha 1 et alpha 2. La ferritine porte mal son nom. Hein. Elle est en rapport avec le métabolisme du fer, soit quand elle est excessivement basse, hein, la patiente féminine qui perd beaucoup trop de sang lors de sa période, qui ne parvient pas à remplacer tout ça, soit l'inverse, de l'autre côté du spectre, l'hémochromatose héréditaire familiale. Mais entre les deux, il y a un énorme flou artistique. Et dans ce flou artistique, la ferritine, souvent, pas toujours, mais souvent, est un indicateur d'inflammation accompagnant les autres paramètres. On voit souvent aussi une anémie pas trop prononcée, mais avec une baisse à ce moment-là, donc ça semble paradoxal. La ferritine monte, mais le fer sérique, lui, il baisse. Et puis, un élément que les Allemands aiment bien, et que moi je prescris depuis lors ici en Belgique aussi, et pour lequel mon laboratoire classique me demande toujours pourquoi j'ai besoin de ça, je leur dis, allez vous faire voir, c'est le rapport cuivre-fer, parce que le cuivre est le catalyseur, l'élément catalyseur adjoint à quasi un grand, vaste ensemble d'enzymes inflammatoires. Donc, ce qui veut dire que quand vous sortez beaucoup de cuivre du placard, il y a probablement soit une inflammation réelle, visible, palpable, voire sous le radar, inflammation silencieuse. Le problème est de savoir quand est-ce que le cuivre monte. Eh bien, ça dépend du patient. Et c'est pour cela qu'on compare, bien sûr, sur la même prise de sang et chez le même patient, au fer sérique, parce qu'ils sortent tous les deux du même tiroir du tableau de Mendeleïev, ils devraient être normalement environ égaux. Hein. Quand vous avez un rapport cuivre-fer qui est égal à 1, hein, vous voyez ici les bornes indiquées entre 0,8 et 1,2, donc en moyenne 1, vous avez un rapport qui est parfaitement normal. Une fois que ce rapport monte, ce qui veut dire que soit votre fer baisse, soit que votre cuivre monte, ou les deux, si ce rapport monte au-delà de 2, au-delà de 2,5, au-delà de 3, hein, vous assistez à ce moment-là à un indicateur très objectif d'une inflammation. Idem dito pour cuivre-zinc, faites l'un ou faites l'autre, moi je me sers surtout du premier. Et puis, à ne pas oublier non plus, c'est que dans les phases inflammatoires, surtout aiguës, les lipides chutent. Donc, le cholestérol baisse. Donc, juger du cholestérol de quelqu'un, on ne va pas parler de cholestérol aujourd'hui, même si c'est un de mes tout grands dada, hein, mais ne jugez pas du cholestérol d'un patient ou d'une patiente qui est en pleine phase grippale. C'est un peu à côté de la plaque. Bon, alors, nous avons essayé, nous l'avons fait, c'est-à-dire Alain l'a fait, nous avons mis en exergue la corrélation entre les tests glycoprotéiques verts et les trois paramètres les plus classiques de l'inflammation, c'est-à-dire la VS, le CRP et la neutrophilie. Il y a une corrélation pour chacun de ces paramètres. Au plus, il existe une corrélation positive pour chacun de ces paramètres. Au plus vous en avez, au plus la corrélation sera plus forte. Hein. Donc, la corrélation avec les paramètres verts est la plus marquée lorsque les trois paramètres sont élevés simultanément. Bon, alors, comme nous avons quatre familles paramétriques, hein, nous avons aussi
ce que nous appelons les 8 typologies de base. Parce que comme il s'agit, hein, là encore, je le répète, ou je le dis pour la première fois, pour les néophytes d'entre nous ou d'entre vous, hein, ce sont des tests dynamiques, ce qui veut dire qu'il y a un juste milieu, et soit on peut passer à droite, alors vous êtes dans le cas de figure ici en bas, hein, c'est-à-dire il y a une hyper fonctionnalité, il y a une hyper réactivité d'une famille paramétrique, soit vous êtes à l'opposé ici en haut, dans les typologies hypo, donc hypo-réactivité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, hein, alors là, on a perdu au change avec le nouveau plateforme. Il faudra, c'est une des maladies d'enfance que je citais au début. On a perdu un peu l'animation, mais donc l'animation, elle est là. Hein, c'est le cadre autour de ce verre, s'il s'agit bien sûr d'une typologie homogène que verte. Mais vous imaginez bien que, comme il y a 4 couleurs, il peut y avoir beaucoup de mixtes. Hein. Alors souvent, les bilans qui sont mixtes, pour quelqu'un qui entre dans la matière, ça semble très compliqué, même s'il ne se l'est pas. Alors je retiens ici deux cas de figure qui sont inflammatoires, bien sûr, parce qu'ils sont en hyper vert. C'est la combine avec le rouge et ça la combine avec le violet, hein, qui, avec un mot-clé, on pourrait dire ici, c'est surtout une inflammation chronique de très longue date, de très longue durée, tandis qu'ici, ça doit faire sonner l'alarme. Hein, ça, c'est le réel cas de figure. Je vois aussi qu'Alain est en train de bouger sa souris. Hein, ça, c'est le réel cas de figure de risque cardio-neurovasculaire. Hein, ce n'est pas le cholestérol ou les lipides étant rouges. Hein, je vais passer un peu vite là-dessus là, tout à l'heure, hein, qui sont la cause primaire du risque. Non, c'est l'inflammation. Mais si vous ajoutez du pétrole au feu, bon, ça ne va pas arranger les choses. Donc le cas de figure de cette inflammation-là, quelle que soit la pathologie, quelle que soit la symptomatologie, quel que soit le diagnostic, ça c'est un cas de figure de risque cardio-neurovasculaire. Alors ça, c'est une petite statistique pour dire dans combien de cas de tous les profils que nous avons rassemblés, hein, Alain pourra vous dire de combien il s'agit, c'est jusqu'en 2023 ici, je vois, donc c'était relativement récent, sur 10 ans, hein, combien y a-t-il de cette typologie hyper verte? Là encore, c'est en allemand parce que c'est une image, donc si vous voyez une terminologie allemande, je m'en excuse, mais c'est je ne peux pas traduire sur l'image. Si c'est un texte, oui. Enfin, hyper grune, hyper vert, c'est pas chinois. Ça fait environ 22% de l'ensemble de nos bilans, ce qui n'est quand même pas négligeable. Alors, cette image-là, elle nous montre toutes les typologies, donc en négatif, les typologies hypo, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, au-dessus du zéro, les typologies hyper positives. Alors, où sont les barres vertes? Elles sont là, 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 là et là. Et on voit donc la plus grande fréquence de ces pathologies inflammatoires hyper vertes vers la 50, 60, hein, entre 50 et 70 ans environ, c'est le plus fréquent. Bon, alors, quel est le rapport, messieurs, dames, hein, hommes, femmes, masculin, féminin, les messieurs en bleu, les dames en orange ou en brun, hyper vert encore, on voit que les messieurs, ce coup-ci, sont en majorité. Donc, les bilans inflammatoires sont majoritairement masculins, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de dames. Hein. Bon, alors, dans nos 4 catégories, quels sont les grands mots-clés? Je passe les rouges, les violets et les bleus, ça sera pour un autre webinaire, mais je retiens donc ce casier-ci, hein, glycoprotéines acides, couleur code vert, immunité cellulaire myéloïde, donc il est aspécifique. Hein, donc l'inflammation est complètement aspécifique, ne tient pas compte de l'ennemi qui nous agresse. Et cette réaction immunitaire cellulaire résulte dans une inflammation dont la caserne, dont la situation anatomique est surtout dans cette matrice extracellulaire. Hein, les grands 3 mots-clés à retenir. Bon, alors, petit rappel, et là, je manque donc l'animation aussi, petit rappel pour dire quels sont
les systèmes de défense ou les sous-systèmes de défense. Hein. Il y a la lignée myéloïde, il y a la lignée lymphoïde. Alors celle-là, elle ne nous intéresse pas aujourd'hui, même si elle est importante, mais c'est bien dans cette sous-différenciation-là qu'il y a d'une part la lignée des B-lymphocytes qui produit nos anticorps, qui est donc l'immunité humorale, et la lignée des T-lymphocytes qui produit aussi une immunité cellulaire. Et c'est là où il y a confusion. Donc, il faut bien préciser que quand vous discutez avec quelqu'un qui n'a pas de notion du bilan protéomiste, il faut dire que quand nous parlons d'immunité cellulaire innée non spécifique, c'est bien cette lignée myéloïde auquel se joint, c'est une exception aussi, les natural killers. Mais donc, ce n'est pas ça. Donc, c'est bien là, tout ce qui est vert n'a rien à foutre, je m'excuse du terme, avec les lymphocytes T. Bon, alors l'aperçu de l'ensemble de ces tests, donc là tout à l'heure vous avez vu que nous avions une corrélation avec l'électrophorèse que nous avons quittée il y a bien longtemps déjà une fois que le nombre des paramètres a accru. Et vous voyez ici l'ensemble seulement de la famille verte entière avec les deux grands paramètres historiques. Ils ne sont pas plus importants que les autres, ils sont plus vieux, c'est tout. Donc le cétavelon et les cétates de cuivre, même si ils ont un comportement qui n'est pas qui est assez important dans la polarisation, on va le voir tout de suite. Voilà tous les autres, globuline alpha, luminon, etc., 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 etc. Donc, ce sont des paramètres qu'on a mis en vert parce qu'ils sont acides, parce que quand vous faites une focalisation isoélectrique, vous avez une plaque avec un gradient de pH, et vous mettez l'échantillon au milieu, vous mettez le courant, et puis vous allez voir des bandes qui apparaissent. Et donc, pour les paramètres verts, ce seront des bandes qui vont surtout se situer du côté acide. C'est pour ça qu'on leur a donné cette couleur, cet indice-là, et que par après seulement, nous avons pu constater que le flocculat de ces paramètres, qui a donc un pH isoélectrique acide, le contenant, c'est surtout des lipoprotéines. Alors, voilà la répartition dont tout le monde a un peu peur, mais qui est tellement importante. C'est le fameux arbre de primes que nous avons dans nos données grâce à Madame Josiane Lacroix qui l'a rédigé. Ça, c'est des patients. C'est-à-dire, c'est un grand ensemble de bilans réels auquel Madame Josiane Lacroix a appliqué le Minimal Spanning Tree système de prime, l'arbre de prime, qui nous dit quel est le rapprochement ou l'écartement, ce qui est la même chose mais l'inverse, de l'ensemble de nos paramètres. Vous voyez une tache rouge, ils sont très solidaires entre eux, les bleus et les violets, il y a une rue, et puis les verts, c'est un peu dispersé. Il y a surtout ce que moi j'appelle une allée verte. À Bruxelles, il y a une rue qui s'appelle ainsi, l'allée verte, c'est une très jolie rue, et puis il y a quelques verts qui sont un peu plus distants. Alors, pourquoi ça c'est important? Parce qu'il y a un gradient. Nous venons de dire, et je le répète, et c'est la réalité, les paramètres verts ont un pHI acide. Mais il y en a qui sont plus acides, et je vois ici qu'il y a une erreur. Je ne comprends pas pourquoi ça fait partie des maladies d'enfance, parce que j'ai corrigé Alain, là, tout à l'heure, les fautes de frappe, et pourtant je l'ai sauvé. Et donc, apparemment, il y a une erreur. Donc, cette flèche-là, elle est mal fichue, elle doit être à l'inverse. C'est le pHI plus acide, donc un pH plus petit. Tandis que ici, ce côté-là, c'est la flèche, de l'autre côté, c'est plus haut. Attention, c'est pas alcalin, ça reste acide, mais là, c'est moins acide, et là, c'est plus acide. Donc, les flèches sont inversées. Je m'en excuse, pourtant, j'ai corrigé là tout à l'heure, et j'ai sauvé sur, je ne sais pas pourquoi, parce que cette présentation a été téléchargée sur cette nouvelle plateforme, donc apparemment, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, parce que je m'excuse de l'explication technique, c'est une excuse, c'est Alain qui l'a téléchargé, et apparemment, il n'y avait pas encore eu de synchronisation entre mon PC et celui d'Alain quand j'ai fait la correction il y a quelques heures. Donc, la faute, la flèche vers le bas, plus acide, la faute, la flèche vers le haut, moins acide. Donc, il y a un gradient, c'est vraiment une rue. C'est pas comme les rouges qui sont en tas, il y a une rue. Alors, il y a le pôle cétavelon d'un côté, c'est pourtant donc les paramètres, et le pôle cuivre de l'autre, les paramètres historiques ont été bien choisis
par nos ancêtres, si je peux les appeler ainsi. Et au milieu de cette rue, de cette allée verte, nous trouvons les 4 paramètres glycoprotéiques centraux que moi j'appelle les paramètres matriciels, puisqu'on parle bien de la matrice intercellulaire ou extracellulaire, qui sont l'acide chloranylique, l'acide acétique, l'histidine et l'MS. Si je remonte à mon arbre de prime, c'est ces cocos-là. Donc, ça sont des paramètres qui sont l'expression, soit en hyper, soit en hypo, de la situation dynamique de cette matrice extracellulaire. Bien sûr, aujourd'hui, inflammation, ce sera en hyper. Alors, quand on dit matrice extracellulaire, pour celles et ceux d'entre vous en France qui ne connaissent pas, et je vais non plus pas donner un cours sur l'homotoxicologie de Reykjavik. Reykjavik est un médecin allemand qui a fait une tentative d'approche entre la médecine classique et la médecine homéopathique ou complémentaire, et où il a pu réduire, façon de parler, l'ensemble de la médecine dans un grand tableau, avec des phases, ce qu'il appelle humorales à gauche, des phases cellulaires à droite, et au milieu, les phases matricielles. Alors, il est bien sûr que matricielle, ça se rapporte à cette matrice extracellulaire. Quand vous avez des phases de réactivité, la première excretion inflammation phase, vous avez les paramètres verts qui vont monter. Il est évident, et cette image-là, vous ne l'aurez pas aujourd'hui, que quand on bouge vers là, il y a l'inverse qui va se faire, les paramètres verts vont baisser, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, dans cette même optique d'homotoxicologie de Reykjavik, ils ont introduit une notion qu'ils appellent rigidité de régulation. Régulation starre, regulation rigidity. Il y a 2 types. Le type qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, c'est ce type-là. Parce que normalement, une inflammation, si elle évolue d'une manière physiologique, elle oscille, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, et puis elle s'éteint. La grippe, elle se guérit avec le médecin en 8 jours et sans le médecin en 1 semaine. Alors ici au-dessus, vous êtes dans le pôle orthosympathique. Là en bas, l'antichoc phase, vous êtes dans le pôle parasympathique. Ça aussi. Qu'est-ce qui se passe que quand vous avez une symptomatologie, une maladie, une pathologie, quelle que soit, qui reste bloquée dans cette phase acide, basique, c'est bien là que ça, donc dans la phase acide, et que ça persiste, dans ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle donc cette rigidité de régulation type 1. Il est évident que le type 2, c'est l'opposé de l'autre côté, avec une inflammation chronique, avec des paramètres verts, glycoprotéiques, qui vont rester augmentés. Alors, voici un exemple clinique. Et ce patient-là, je le connais assez bien parce que il a la même date de naissance que moi et il porte le même nom. Donc, il s'agit de moi. Alors, j'ai hérité de maman, de ma mère, même si les rhumatologues prétendent que ce n'est pas héréditaire, la pseudopolyarthrite rhizomyélique. Que ma tante et ma mère, qui différaient d'1 année, on aurait juré quand même que c'était des jumelles. Pourtant, elles n'étaient pas jumelles, elles étaient sœurs. Ma tante a attrapé la saloperie à 77 ans. L'année d'après, ma mère atteint le même âge. Elle présente identiquement la même chose. Tous mes cousins et cousines, il y en a 5 de la même tante, l'ont également. Si j'en parle à des rhumatologues, ils me disent « Ah, c'est de la hasard ». Je dis « Oui, bon, ça va, allez, va te faire voir, c'est le hasard ». Mais donc, chez nous, en famille, c'est héréditaire. Alors, voici 5 de mes bilans, repartis. Pour moi, ça a commencé avec le Covid, même si j'ai pas eu le Covid. C'est en 20 que ça a commencé. Et ici, j'ai sorti ce bilan de septembre 21 parce qu'il était le plus dévié. Pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas encore vu un bilan, c'est bien sûr la partie supérieure. J'ai coupé pour pouvoir en mettre 4 sur une image. C'est la partie supérieure avec au milieu le 0, à droite les paramètres en hyperréactivité. Au plus vous alignez vers la droite, au plus vous montez dans la colonne de droite, au plus que c'est dévié. Il est évident ici, certainement dans ce bilan de septembre 21, que l'ensemble de tous les paramètres verts, sauf quelques-uns, c'est peut-être pas mal. Tiens, voilà, le phtalate acide, le sulfate de nickel et l'acétate de cuivre, donc le pôle le plus agressif,
ne joue pas dedans, parce que ça serait, d'un point de vue pronostic, pas très bien. Donc, c'est surtout, bien sûr, les fameux paramètres dits matriciels, MES, histidine, acide chloranoïque, acide acétique et le cétavlon qui sont augmentés. Hein. Alors, si je vous montre l'évolution, ça c'est l'évolution d'un, je crois que novembre 24, c'est mon dernier bilan. Et donc, ce n'est toujours pas en rémission, malheureusement. Hein. Alors, je vous passe de tout ce que j'ai essayé, ça fera le sujet d'un autre webinaire. Hein. Mais donc, même si je ne garde pas mon traitement, ça monte. Ça monte. Et comme je vous ai dit là tout à l'heure, j'ai hérité de ma maman aussi son cholestérol, j'ai hérité aussi son hypertension. Donc je suis quand même, vu mon âge, hein, vous avez vu ma date de naissance, hein, à risque cardiovasculaire qu'il faut tenir à l'œil. Donc si ici mes paramètres verts sont augmentés, c'est bien sûr dû à la maladie rhumatologique. Ça, il va sans aucun doute. Mais si en même temps, je laisse échapper mon cholestérol qui est héréditaire, merci maman, hein, ma mère n'a jamais pesé plus de 50 kilos, elle a un cholestérol de près de 500, enfin non en France, donc près de 5 grammes. Hein. Il y aura un mélange. Alors, quelle est la poule, quel est l'œuf? On s'en fiche un peu. Ça, c'est un risque cardiovasculaire. Hein. Donc, il faut que je sorte mon cholestérol de cette histoire inflammatoire pour ne pas qu'il soit inflammé à son tour et qu'il soit oxydé, parce que c'est bien sûr le cholestérol LDL oxydé qui, lui, est dangereux. Alors ici, si vous avez la lecture en ligne des bilans, il y a moyen d'avoir une historique d'une moyenne de l'ensemble de la famille paramétrique. Et donc ici, voilà, chez moi, nos bilans sont en ligne depuis 97. Hein, donc vous voyez une historique et vous voyez là où ça a pointé, puis c'est redescendu. Et là, j'ai refait une rechute. Maintenant, ça va un peu mieux. Hein. Donc ça, c'est un exemple très typique, hein, d'une rigidité de régulation type 1, parce que j'en viens pas à bout avec tout ce que j'ai essayé. Alors, comment est-ce que ça se lit dans les protocoles? Eh bien, ça se lit bien sûr tout d'abord dans le graphique lui-même. Ensuite, vous allez par famille paramétrique, vous allez avoir un indicateur d'hyper ou hypoactivité. Hein, donc, bon, c'est pas mince, hein, c'est le 3,5, c'est la même chose qu'ici sur les index en visuel, hein, la barre verte. Et même, et là, je trouve ça une belle image, je sais pas de qui elle vient, mais elle vient d'une patiente française. Hein, il y a la secrétaire la semaine passée, ou il y a 2 semaines, qui me disait, il y a une dame qui a téléphoné parce qu'elle comprend pas son camembert. Alors bon, voilà le camembert, hein, la rosace. On voit l'ensemble du bilan aussi exprimé, hein, en déviation, des hyper en haut, les hypos en bas. Hein. Donc chez moi, c'est assez évident, c'est homogène, hyper vert. Alors, d'une manière plus théorique, on a vu quand même assez de caractéristiques de cette inflammation verte. Hein. Est-ce que cette inflammation verte, je répète, qui est l'expression de l'immunité cellulaire innée aspécifique, de quoi peut-elle témoigner? Eh bien oui, elle peut témoigner d'une infection aiguë, mais là, je crois que pour une infection aiguë, surtout si elle est banale, une grippe, hein, vous n'allez pas faire un bilan protéomique et demander 130 ou 140 euros à votre patient pour savoir qu'il ou elle a la grippe. Hein. Dans l'inflammation chronique, ça devient beaucoup plus intéressant parce que là, souvent, on est à cheval sur l'inflammation silencieuse ou l'inflammation cliniquement visible. Et bien sûr, il s'agira d'une surcharge matricielle. Hein. Et souvent, pas toujours, mais souvent, et ce sont les deux choses qu'il faudra éliminer, souvent à la source de cette inflammation chronique, hein, il y a, on le disait là tout au début, hein, c'est modéré par le métabolisme, il y a un trouble métabolique. Alors le trouble métabolique, il ne faut pas le chercher midi à 14 heures, non, hein, comme il s'agit de glycoprotéines, hein, c'est le diabète, un diabète type 2, mais attention, on va le voir tout de suite, souvent dans ces phases beaucoup plus précoces, RI, résistance à l'insuline. Deuxième élément, inflammaging, donc l'inflammation silencieuse liée à l'âge.
Ça, on ne le verra pas aujourd'hui. Ça dépasserait de trop loin la limite de ce webinaire. Bien sûr aussi, et là aussi, ça doit faire, ça peut faire l'objet d'un cours, mais alors prudent et in extenso, l'affection maligne, parce que bien sûr, l'affection maligne, elle crée une inflammation péritumorale. Alors cette inflammation péritumorale est, dans ces cas-là, l'expression de l'activité du processus tumoral. Donc tout ça dans le type hypervers. Alors il y a donc un élément que je vais encore illustrer pendant ce webinaire, c'est cette résistance à l'insuline. Là, malheureusement, donc j'ai perdu aussi un peu l'animation, mais enfin, c'est pas chinois. C'est un cercle vicieux. Hein. Vous avez l'augmentation du tissu adipeux, surtout viscéral et hépatique, hein, la graisse intra-abdominale, qui crée une augmentation de sécrétion d'adipocytokines qui sont inflammatoires et qui mènent à une résistance qui sont anti-insuline, qui mène à cette résistance à l'insuline. Donc, le pancréas va sécréter un taux d'insuline augmenté. Alors, moi, j'explique toujours à mes patients, aussi longtemps que votre pancréas a une réserve, et elle peut être très très grande, de production d'insuline, vous n'allez pas passer en phase de diabète réel. Vous allez rester dans les phases prédiabétiques, voire même la phase ici de résistance à l'insuline, mais qui n'est pas sans importance parce que cette résistance à l'insuline, l'augmentation d'insuline fait manger, elle donne faim, hein, et on est reparti pour la boucle du cercle vicieux. Alors ces images-là, je les ai puisées sur un site autrichien. C'est des images, donc là je m'excuse, j'ai pas pu les traduire, mais je le fais de ce pas. Hein. C'est le site autrichien du diabète, hein, où ils mettent résistance à l'insuline. Ça, c'est pas chinois, c'est allemand, vous avez compris, hein, qui donne lieu à l'infarctus du myocarde, à l'AVC, diabète type 2, Krebs, c'est le cancer, et Potenstörung, c'est les troubles masculins qu'on connaît bien. Mais ce qui est le plus important dans cette image, c'est ici, c'est encadré. Eine Insulinresistenz kann schon viele Jahre bestehen, bevor der Diabetes augenscheinlich wird. La résistance insuline peut exister viele Jahre, beaucoup d'années. Moi, j'ai même la prétention de dire des dizaines d'années, avant que le diabète ne soit apparent. Et pourtant, cette phase-là, elle n'est pas sans importance, parce que bien sûr, tout ça, c'est de l'inflammation. On se comprend. Alors, si on rouvre une autre boucle de cercle vicieux, cette résistance à l'insuline donne lieu à ce qu'on appelle le syndrome métabolique. On va le voir tout de suite. Le syndrome métabolique, s'il dérape, c'est le prédiabète et finalement le diabète. Et le diabète, ça, la médecine classique le sait, donne des complications inflammatoires. Or, une Insulinresistenz kann schon viele Jahre bestehen, peut déjà exister beaucoup d'années à l'avance. Et là, on a perdu l'animation. Mais pourquoi j'indique ces flèches-là? Parce que non seulement, et là, on en est quand même un peu fier au sein de notre réseau Proteomics CEA, on a pu démontrer cela il y a déjà une dizaine d'années, que non seulement dans le diabète ou le prédiabète, mais bien sûr aussi dans le syndrome métabolique, mais surtout aussi déjà dans ce stade très, 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 très précoce de la résistance à l'insuline, vous allez trouver des complications inflammatoires. On a pu prouver par corrélation et études cliniques, on a pu prouver que vous trouvez dans les bilans hypervers qui sont dus à cette résistance à l'insuline, vous allez déjà trouver entre 25 et 30% de patients qui font des complications inflammatoires. Ce n'est pas la majorité, mais quand même 25 à 30%, ce n'est pas peu. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans ce cas de figure-là, résistance à l'insuline, que vous pouvez facilement mesurer par le facteur OMA, bien sûr, hein, avec un bilan hypervert, un OMA positif avec un bilan hypervert combiné, il faut traiter. Il faut traiter. Hein, parce que vous aurez des complications inflammatoires. Il ne faut pas attendre le diabète parce que peut-être vous aurez un AVC avant. Hein. Donc, ça, c'est un des messages, take-home messages, des messages que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on mesure cette histoire-là? Je ne vais pas passer dans tous les détails. Hein. La résistance à l'insuline, c'est bien sûr le rôle de l'obésité viscérale et surtout la graisse intra-hépatique, hein, le foie gras. Même si c'est bon à manger, c'est pas très sain. Alors là, c'est en néerlandais, je m'excuse encore, c'est l'image, c'est le tour de taille. Hein. Les hommes, les dames,
Alors, tour de taille prima, donc pas de risque, risque moyen, risque verhoogd, risque élevé. Alors, ce qu'il faut retenir, hein, et là aussi j'ai perdu l'animation, c'est que chez les Européens, ici c'est nous, hein, le cut-off pour l'homme c'est 94, pour la femme c'est 80, donc tour de taille. Ce qui veut dire que ici, à partir de 94, pour l'homme, on est déjà dans cette zone orange, pour la dame, à partir de 80 pour le tour de taille. Hein. Parce que tout ça, résistance à l'insuline, hyperinsulinémie, épuisement des cellules, finalement diabète, le profil lipidique qui va déraper avec les triglycérides qui vont augmenter, hein, les hormones de stress qui vont augmenter avec une hypertension artérielle et finalement une hypertrophie ventriculaire gauche qui pourrait mener à une décompensation cardiaque. Si on ajoute 1, 2, 3, vous avez l'ensemble, l'image complète, hein, du syndrome métabolique. Alors le tour de taille, encore aujourd'hui à la radio, je m'en étonne toujours. Dans les périodiques récents, depuis le Nouvel An, sont apparus bien sûr des régimes, etc., pour dire que maintenant, non seulement les glucides, mais que l'IMC, non, 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 il faut le tour de taille, il faut d'autres mesures. Enfin, ils ont encore inventé l'eau chaude. Hein, mais donc le tour de taille est un meilleur indicateur physique de risque que le simple indice de Quetelet, l'indice du poids. Parce que bon, le tour de taille, ça on le connaît tous, hein, il y a les poires et les pommes, les poires surtout féminines, les pommes surtout masculins. Hein, donc quand vous avez un tour de taille qui est plus grand que le tour des hanches, juste ce sont les hanches, hein, vous êtes dans une situation à risque cardiovasculaire avec un risque de diabète, encore une fois, inflammation. Hein. Alors il y a le tableau du rapport taille-hanche, hein, qu'on peut calculer en divisant l'un par l'autre, ce qui veut dire que pour les hommes, une fois que ça dépasse 1, et pour les dames, c'est plus sévère, 0,85, il y a déjà ce risque élevé. Hein, donc risque de santé basé sur le rapport tour de taille et hanche. Bon, alors, j'en ai retrouvé, alors je ne les ai pas traduits, parce que bon, sinon on comprendrait plus les abréviations. Il y en a beaucoup qui surgissent maintenant, hein, qui veulent prendre la place de l'index de Quetelet. Quetelet, qui était, je l'ai lu récemment, moi je croyais qu'il était français, non, il était belge. C'était un professeur de Gand. Hein, donc de chez nous, l'indice de masse corporelle, l'indice de Quetelet. Alors, fat but fit, bon, ça sonne mieux en anglais qu'en français, vous avez compris quoi. Hein, semble gras, mais quand même fit, quand même en bonne forme parce qu'il faut tenir compte de la masse musculaire vis-à-vis de la masse adipeuse. Hein. Alors, toffee, thin on the outside, fat on the inside. On peut avoir l'inverse. Hein. Maigre à l'extérieur, mais quand même gras à l'intérieur. C'est pas bon non plus. Hein. Le lean body mass, pour calculer le lean body, donc la masse maigre, le poids corporel moins la masse adipeuse. Relative Fat Mass Index, etc., etc. Finalement, il y en a un très compliqué, le Absolute Body Shape Index, où il faut diviser le tour de taille par la racine carrée de la taille, multiplié par la racine cubique de l'index de Quetelet. Voilà. Alors, il y a un calculateur pour faire tout ça, mais tout ça pour illustrer qu'il ne faut pas se figer sur l'IMC. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes patients, chacune a son IMC. On va voir un exemple extrême tout de suite. Chacune a son IMC privé. Enfin, que veux-je dire par là? Je veux dire par là que tous les paramètres, toutes les caractéristiques qui sont liées directement ou indirectement au poids corporel, c'est une corrélation non linéaire. C'est une corrélation, Alain me dit que je peux dessiner, mais enfin je vais le faire avec ma souris, c'est une corrélation où il y a une angulation dans cette corrélation. Et si vous êtes au-dessus de ce seuil où il y a l'angle, tout à coup, tous les paramètres, hypertension artérielle, glycémie, triglycérides, cholestérol, patati patata, va prendre un élan, et si vous êtes en dessous, ça va s'améliorer. Ce qui veut dire que si vous basculez, si vous oscillez autour de cette IMC privée de 25, hein, le 25 étant là, bien sûr la moyenne de la population, hein, mais chacun, je le répète, a son IMC privé individuel. Si vous oscillez avec quelques kilos, 2-3 kilos, on va voir tout de suite un exemple extrême, hein, autour de ce cut-off, autour de ce seuil, tous les paramètres vont fortement varier, soit dans un sens, soit dans l'autre.
On va voir, je crois maintenant, cet exemple. Oui, c'est elle. C'est une de mes patientes. Il y a longtemps que je ne l'ai plus vue, mais elle se porte bien, je crois, entre-temps. C'est une dame qui est venue me voir quand elle avait 33, 34 ans. Alain, est-ce que tu peux bouger ta souris parce qu'elle bloque l'image? Non, voilà, il a compris. Alors, anamnèse, aucun antécédent médical, médication, seulement un contraceptif, ce qui n'est pas très simple, enfin bon, hein, anamnèse familiale, la grand-mère maternelle, diabète, grand-père paternel, goutte, donc ce qui est aussi métabolique, et puis le père, c'est grâce au père qu'elle est atterrie chez moi. Moi, j'ai traité le père pour une fasciite plantaire, et bon, comme il venait chez moi, il a eu droit à un profil, son profil était hyper vert aussi. Alors, chez la brave dame en question, diagnostic fibromyalgie. Alors, je connais le code SIM10 par cœur, c'est M79.1, mais c'est un faux, hein, c'est une fausse bonne idée, c'est un mauvais diagnostic, c'est un diagnostic de poubelle. Hein. Parce que, qu'est-ce qu'elle avait comme plainte? La brave dame, donc, je l'ai vue il y a 15 ans, hein, en 2010, elle travaille dans un magasin grande surface, elle a des douleurs partout, des douleurs articulaires chroniques, elle a des céphalées, surtout cervicogènes. Alors, l'examen clinique, il est peu éclairant. Alain, bouge un peu ta souris, s'il te plaît. Mais elle avait pris 5 kilos au cours des 11 dernières années. Alors 5 kilos, c'est pas immense, hein, surtout sur 11 ans. Et son poids, à l'époque, était de 57 kilos, avec une taille de 1,58 m, ce qui donnait un indice de Ketley de 22,8. Hein, ce qui, à première vue, quand même, est encore normal pour une dame anodin au premier abord. Bon, alors, son laboratoire classique, là aussi, je résume déjà, anodin à premier abord, une VS complètement normale, une leucocytose normale, neutrophilie normale, CRP normale, un cholestérol total qui semble haut, mais là, je dis, c'est une autre discussion, hein, mais surtout un cholestérol HDL élevé. Alors bon, pour ceux qui ne m'ont encore jamais entendu, je ne jure pas dans l'église, mais le bon cholestérol, il n'est pas tellement bon. Hein, parce que un HDL, malheureusement, la plupart des labos ne donnent pas de limite supérieure. Ah non, parce que c'est du bon cholestérol. Alors, au plus haut, au mieux. Non, 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 pas du tout. Hein, si on fait de la statistique avec les données du laboratoire classique sur très grand nombre, l'écart type du HDL est très étroit et puis il est très stable. Il bouge quasiment pas au cours de toute la vie. Hein. Et pour la dame de cet âge-là, il devrait se situer entre 0,57 et 0,73. Donc avec son 0,84, elle a une augmentation réelle en écart type de son HDL de 1,18. Alors, est-ce que c'est important? Oui, mais pas primairement, parce que nous dit son bilan? Ben, le voilà le bilan. Hein. Donc, pour dire encore que si la biologie classique est silencieuse, ici, c'est pas silencieux. Hein. Ça crie, hein. Ça crie, ça gueule. Hein. C'est un bilan hyper inflammatoire. Si vous vous rappelez du mien avec ma polymyalgie, pseudopolyarthrite rhizomyélique, ça, c'est un bilan rhumatologique. Hein. Donc, la brave dame était libellée de fibromyalgie, je répète, qui est un diagnostic de poubelle. Alors attention, ne me faites pas dire aujourd'hui que toutes les fibromyalgies sont comme telles. Non, c'est une très 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 grande minorité. Hein. Dans tous les patients libellés de fibromyalgie, on trouve de tout. C'est chaotique. Hein. Mais si on travaille hein, ciblé comme la deuxième image de la présentation, hein, translating bedside into reality, hein, si on cible la dynamique du laboratoire, il est évident que c'est un profil très, très, très inflammatoire. Alors pourquoi j'ai dit là tout à l'heure quelque chose à propos du cholestérol? Parce qu'ici, phénol, sulfate de manganèse, un peu le Burstein aussi, et là, l'augmentation en même temps de ces paramètres rouges. Est-ce que c'est un risque cardiovasculaire? Oui, théoriquement oui, mais elle avait, je crois, là, à l'époque, 33 ans, hein, elle n'avait pas d'hypertension, elle ne fumait pas, donc je m'en suis pas trop fait. C'est une expression supplémentaire de douleur chronique. C'est un paramètre de souffrance neurologique. Hein. Donc, cette dame, elle souffre. Alors, j'ai un peu tout essayé. J'abrège, je ne vais pas vous citer tout ça. Rien n'a marché. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, je lui dis, madame, il reste encore une piste. Parce qu'à l'époque, c'était neuf pour moi. Hein. On parle de 2010. L'étude que nous avons faite sur la résistance à l'insuline, elle date de un peu plus tard. Mais donc, j'avais déjà un peu la puce à l'oreille à l'époque. Et je lui ai dit, madame, pour moi, il reste
une piste à explorer. Est-ce que peut-être on serait confronté à un excès de tissu adipeux viscéral? Alors, on me dit, mais monsieur, est-ce que vous trouvez que je suis trop grosse? Je dis, mais non, madame, ne vous offensez pas. Hein, pour moi, vous êtes parfaite, mais c'est quand même peut-être ça. Hein, donc, il dit, mais alors faut-il que je maigrisse? Je dis, oui, il faut faire quand même un essai. Donc, on avait, je répète, un IMC à 22,8. Alors, elle est revenue 3 mois plus tard. Elle avait perdu 3 kilos. C'est pas immense, hein? Mais donc, elle était à 54 kilos. Son IMC avait baissé à 21,6. Il y avait une nette régression des douleurs. Finalement, elle est revenue encore un peu plus tard, au mois d'août. Elle avait perdu en tout 4 kilos et demi. Elle avait un IMC à 21. Rappelez-vous, elle est partie de 22,8. Hein? C'est pas maigrir 20 kilos, hein? Elle était indolore. Elle était sans douleur et voilà le bilan. Hein? Donc, il y a une régression complète de tout ce qui est vert. Donc, il y a une rémission, mais il reste en pole position, hein, il reste devant. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Elle est revenue l'année d'après, et encore un peu d'après, elle dit oui, j'ai encore un peu plus mal, mais elle avait grossi un tout petit peu, un peu plus d'1 kilo, et hop, voilà, c'est reparti. Hein? Donc, ce qui indique pour elle que son indice IMC privé à elle, ouais, je suis désolé, c'est 21. Donc, elle a été mal prévue par le bon Dieu et la nature. Hein? Donc, pour elle, il faudrait qu'elle reste en dessous. Hein? Même image. Pourquoi je vous montre ça? Parce que, bien, c'est didactique, c'est un exemple extrême. Hein, on ne va pas les trouver toujours comme ça. Hein. C'est un exemple extrême hein, de profil hypervers résistant à la thérapie où on est confronté en clinique à un problème douloureux et on voit dans le bilan une très nette inflammation indéniable, mais où bien sûr donc le poids corporel joue un rôle et surtout par le biais bien sûr de ce tissu adipeux viscéral, hein, ce qui, je le répète, hein, nous a fait inventer hein, le seuil individuel de l'IMC. Hein. Même comme chez elle, les indicateurs inflammatoires classiques étaient complètement silencieux. Alors, je répète, 2010, je n'étais pas encore dans le vent pour faire systématiquement ce que je fais maintenant, ce que j'ai fait après, bien sûr, hein, de calculer aussi par le facteur OMA la résistance à l'insuline. Je l'ai fait par après chez elle, il est encore légèrement élevé. Alors, quels sont, et on approche petit à petit de la finale, quels sont les avis thérapeutiques complémentaires? Donc, complémentaires voulant dire quels sont les avis au-delà des thérapies proposées pour le calcul de la grille de remèdes. Il y a bien sûr tout d'abord certainement dans l'hypervé à l'alimentation. Alors là encore, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Hein. Cette alimentation doit être anti-inflammatoire, ce qui veut dire qu'il faut surtout éviter les sources des glucides, il faut surtout éviter les hydrates de carbone. Hein, et dans les hydrates de carbone, c'est surtout le grand méchant fructose, selon notre expert allemand qui nous dit ça. Hein. Alors, il y a la formule magistrale contre l'hypervers, j'y reviens tout de suite. Il y a le GUI, Viscom. Hein. Le GUI est un anti-inflammatoire, non seulement en médecine anthroposophique pour tout ce qui est cancéreux, mais aussi dans toutes les inflammations non cancéreuses. Il y a l'enzymothérapie. Il y a l'homotoxicologie, si vous en disposez, si vous êtes près de la frontière allemande en France, vous l'aurez, le Tromé, le lymphomyosote de chez Hill, qui est la grande combine. La microimmunothérapie, je crois que vous l'avez en France aussi, de LaboLife, c'est de L-inflamme, bien sûr. Hein. Alors, s'il y a moyen de le faire, mais là encore, c'est plus allemand que français, c'est la vitamine C à très haute dose, donc il faudra donner en perfusion intraveineuse. Anolopathie, bien sûr, ce seront les AINS, hein, mais c'est assez symptomatique. Ce qui est profondément changeant, c'est la cortisone. Hein. Alors la cortisone, je ne vais pas en faire la publicité, ni la réclame, hein, mais pour souvent, il est utile, ne fût-ce que comme test thérapeutique, que quand on assiste à un bilan hypervert, avec une symptomatologie qu'on suspecte être inflammatoire, douloureuse, c'est-à-dire nous allons faire un test très réduit, une semaine de cortisone, pour voir si ça disparaît. Parce qu'à ce moment-là, vous avez bien sûr la preuve qu'en effet, la pathologie est inflammatoire et à la cause de la symptomatologie. Finalement, si vous êtes dans le cas d'une résistance à l'insuline prouvée, bon, il y a la berbérine qui est le tout grand produit en phyto, hein, mais moi, je ne suis pas
je suis pas méfiant à employer dans certains cas aussi la metformine, même dans des cas de résistance à l'insuline où il y a aucunement encore un signe de diabète. Hein, comme je l'ai déjà dit, ça peut précéder le diabète réel de plusieurs dizaines d'années. Alors, ce machin-là, qu'est-ce que c'est? C'est la boîte noire. Bon, non, c'est la boîte verte, bien sûr. C'est l'algorithme. Hein, c'est de l'intelligence artificielle avant la lettre. C'est l'algorithme qui est caché dans le logiciel de l'ordinateur pour calculer la typologie hyperverte. Alors, hypervert, bien sûr, il y a des paramètres verts à droite, mais il y en a d'autres qui sont à gauche. Hein, donc, l'ordinateur, je vais presque dire, il est daltonien, non, c'est pas vrai, mais enfin, façon de parler, hein, il tient compte d'un ensemble de paramètres. Alors, si on applique cet algorithme-là, hein, on peut aussi forcer la grille de remèdes pour dire sortez-nous un hit parade de tous les remèdes qu'il y a dans la grille et qui sont actifs sur hypervert, hyper GP. Alors, le top 4 du calcul initial, Ligustrum vulgare, Viburnum prunifolium, Vanilla planifora et l'Onicera nigre en bourgeon. Il y a 2 bourgeons dedans. Alors, cette formule, au cours des années, on a dû la changer un peu parce que bon, ça dépend de ce qui est encore disponible, ce qui est livrable selon le pays. Ce qui veut dire qu'actuellement, la formule magistrale en France, elle est composée de 4 composantes suivantes. L'Onicera nigra en bourgeon, Vanilla planifolia en teinture mère, Equisetum arvense en teinture mère et Lamsana communis en teinture mère. Alors chez nous en Belgique, nous avons le luxe de pouvoir prescrire ça en formule magistrale chez la pharmacie. Hein. En France, apparemment, c'est un peu plus difficile. Vous pouvez commander, ou le patient peut commander chez Pierre Dastier. Hein, qui est le livreur de cours de la méthode Proteomis. Ils ont tout ça en stock. Or, Pierre Dastier n'est pas autorisé à faire des mélanges, à jouer aux pharmaciens, donc faire des préparations magistrales. C'est-à-dire donc que à ce moment-là, Pierre Dastier va envoyer 4 flacons séparés avec, si vous le demandez, un grand flacon pour mélanger le tout. À ce moment-là, bien sûr, et c'est là le problème, hein, vous allez avoir les rapports qui ne vont plus être exacts. Le problème se situe dans ce bourgeon. Hein. La gémothérapie de Paul Henry, qui était un des cofondateurs de la méthode Proteomis CEA, était originalement du D1, une dilution D1. Nous avons ici chez nous en Belgique un petit labo qui s'appelle Herbal Gem, hein, gémothérapie, qui produit tous les bourgeons en D0, ce qui à ce moment-là est bien sûr plus facile pour les mélanger en quantité équivalente volumétrique avec les teintures mères. Alors, sans vouloir mettre des bâtons dans les roues de Pierre Dastier, il est peut-être utile de s'approvisionner en teinture mère chez Pierre Dastier et de voir si Herbal Gem ne peut pas livrer en France, ce que je crois que oui, il livre également par courrier, le D0 qui à ce moment-là peut alors se mélanger en quantité volumétrique égale. Bon, alors on est arrivé à la fin. Alors ceci, qu'est-ce que c'est que ce charabia? C'est la semaine médicale de Baden-Baden en 2019, qui était la semaine anniversaire de la Société médicale internationale de protéomique fonctionnelle, hein, fondée en 1994, allemande, comme société allemande de médecine biologique et d'informatique. Hein, c'était une semaine médicale où il y a eu beaucoup de confrères et de consoeurs français et françaises qui sont venus et où on a fait cette présentation de Inflam Aging, donc la médecine, l'inflammation clinique du vieillissement, qui était le deuxième pôle que j'allais illustrer, mais dont je vous ai annoncé dès le début, ça nous mènerait trop loin. Il est exactement 8 heures, donc je vais m'arrêter là et je vais dire, comme j'étais friand de rubrique pilote avant et surtout de Gottlieb, Marcel Gottlieb, hein, dans sa fameuse rubrique à braque, Inflammaging à suivre, la cuite au prochain numéro. Voilà. Je vous remercie de votre attention et même si je suis assez pressé, je serai quand même assez poli de voir si vous avez des questions à poser. J'en profite. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, 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 très on vous bien. entend. Bonsoir, madame. Bonsoir. Au début, vous avez montré en fait les associations qui pouvaient exister entre les 4 familles. Et dans l'hyper, il y en avait 2, le vert violet et le vert rouge. Oui. Il n'y avait pas vert bleu, par exemple.
Bah si, c'est ça ce que vous voulez dire. Hein. Oui. Il y a de toute façon toutes les combines pensables et possibles. Il est sûr que dans une image, alors il faudrait Alain Gmed en mathématiques, s'il y a 8 variables, combien a-t-il de combines? Parce que il est évident qu'ici, il manque les combines à 3 ou voire à 4 couleurs qui existent aussi. Alors, dans l'aide à l'interprétation et dans le calcul des typologies, euh, il en est tenu compte que quand il y a plusieurs couleurs mélangées, voire même aussi, parce que bon, alors là, ça va nous mener très loin, il peut y avoir une certaine couleur à droite et une autre ou deux autres à gauche. Donc, tous ces cas de figure sont illustrés, même si ça fait des années qu'on s'en occupe, Alain. Je ne veux pas dire toutes les semaines, mais enfin quand même tous les mois, me dit il y a encore une typologie qu'on a oubliée, parce que donc qui est forcément assez rare, sinon on l'aurait remarqué. Où il me dit tiens, qu'est-ce que tu mettrais comme commentaire dans cette combinaison là, Idem, bien sûr, aussi pour la thérapie. Surtout avant, malheureusement, maintenant, nous ne disposons plus, vu des tas de limites européennes et autres, de l'organothérapie originale d'un des cofondateurs de la méthode, qui était Jean-Henri Paclet. Il fallait adapter selon cette typologie la combine en organothérapie appliquée. Alors, si vous dites, n'y a-t-il pas de verre dans les autres? Bien sûr que oui. Mais ça, c'est les deux cas de figure les plus courants. Ça, c'est assez courant dans l'inflammation chronique, parce que les paramètres violets sont des paramètres surtout de réaction très lente, très chronique. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment là le cas de figure par excellence du risque cardiovasculaire. Je répète, quelle est la poule et quel est l'œuf. Chez moi, la poule, c'est l'hiver, c'est pas le rouge. Même si je suis rouge, merci maman. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci. Il y a toutes les combines pensables et possibles, mais ça, en cas d'inflammation, disons que dans les combines mixtes, c'est les deux les plus fréquentes. Ok, merci. Je vous en prie. Je peux faire une remarque? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, de mon expérience de rhumatologue, je pense que les hypervers traduisent surtout une inflammation aiguë ou une poussée d'inflammation aiguë sur une inflammation chronique. Oui, mais si je dis que dans mon cas, pardon, oui. Mais si je réplique un polyarthrite. Oui. Oui, absolument. Le polyarthrite, c'est hyper violet. Oui. La plupart du temps. Pourquoi Parce qu'il y a une participation intestinale. Oui, mais je m'excuse, vous demandez pardon et j'interviens pour dire que bien sûr, dans la polyarthrite rhumatoïde séropositive, vous allez avoir des violets, de l'immunité humorale. Mais la polyarthrite séronégative, elle sera verte, rien d'autre. Il n'y aura pas de violet. Et une polyarthrite séronégative, on sera bien d'accord, ça ne se dirait pas comme la grippe d'une semaine. Comme ma pseudopoly machin truc que j'ai hérité de maman. Ça fait quand même maintenant 5 ans que je la traîne. Donc, je crois que si on traîne une pathologie pendant 5 ans, on peut quand même dire que c'est assez chronique. Et c'est hypervers pur. Oui, sauf qu'une pseudo-polyarthrite, ce n'est pas une polyarthrite séronégative. Non, bien sûr, d'un point de vue non, heureusement, parce que j'ai deux métiers. Je suis médecin d'un côté et le deuxième métier, je dois aller le faire dans 20 minutes. Je suis musicien. Alors, je suis très heureux que mes articulations ne sont pas atteintes, aucunement. Donc, je n'ai jamais d'arthrite à proprement dit d'atteinte aux articulations, ce qui est classique dans la pseudopolyarthrite rhizomyélique. C'est purement musculaire, mais les images qu'on voit dans cette pseudopolyarthrite rhizomyélique, c'est vraiment complètement copy-paste, c'est identique à l'image qu'on voit la polyarthrite articulaire, alors séronégative. Elle est verte. Et même au fil des années, il n'y a pas de violet qui surgit. Il n'y a pas de réaction humorale. Merci de toute façon pour la remarque.
Y en a-t-il encore d'autres? Bon, Très bien. Alors, c'était parfaitement clair. je vais de ce pas changer de casquette et changer d'hémisphère médical vers hémisphère musical, ce qui se trouve de l'autre côté, en vous remerciant encore de votre attention et en nous excusant pour ces petites maladies d'enfance de la plateforme que nous utilisons actuellement. Hein, j'en suis absolument certain qu'Alain va mettre ça au point pour la prochaine fois. Voilà, Voilà. il manquait quelques animations, mais enfin, Oui, mais il y aura un replay de toute façon Oui. que vous recevrez. Très bien. Voilà. Dans les mails, il y avait l'agenda des prochaines réunions, donc je crois qu'il y a toute l'info disponible. Voilà, Très merci bien. beaucoup. Voilà, bonne soirée à tous et je me permets de vous quitter. Bonne soirée. Okay. Au revoir, Cis.